Je vais juste vous rappeler un petit peu les objectifs pour que vous remettiez dedans. Donc, c'était de dresser un portrait des usages santé d'Internet parmi les personnes LGBT au Canada et les variations en fonction de leur profil, formuler des recommandations pour l'amélioration des contenus et des activités. Dans les thèmes qui étaient abordés dans le questionnaire, on demandait aux gens de dire leur état de santé auto-évalué, leurs préoccupations en matière de santé au cours de la dernière année, la fréquence des recherches d'informations en ligne reliées à la santé, les outils qu'ils utilisent, y compris les outils interactifs, bien sûr, les modes d'appropriation, donc la façon dont on en discute de l'information qu'on a trouvée, qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on l'a obtenue, l'évaluation des sites et des activités interactives par les usagers eux-mêmes et l'impact perçu des informations sur la santé. Alors ici, on a un premier tableau. On a pensé que ça pourrait être intéressant maintenant qu'on a vu tout à l'heure les préoccupations varient en fonction de divers facteurs comme l'âge, le revenu, le niveau d'éducation. Là, on pensait qu'on va y aller un petit peu de façon plus descriptive, en ne se lançant pas trop dans des analyses complexes, puis vous présenter plutôt les sous-groupes un à côté de l'autre. Donc, vous avez ici la première colonne qui désigne tous les participants de l'enquête, 2187, les personnes qui sont les femmes lesbiennes, les hommes gays ou homosexuels, les hommes bisexuels, les femmes bisexuelles et les trans, avec chacun avec les sous-échantillons correspondants. Alors, quand on compare les sous-groupes comme ça, on voit très bien que la crainte qu'on découvre son orientation sexuelle affecte les sous-groupes de manière différente. On parle toujours de la préoccupation déclarée au cours des 12 derniers mois. Alors, on voit très bien que pour les trans, c'est une préoccupation beaucoup plus importante que pour l'ensemble de l'échantillon, ou des lesbiennes, voire même des hommes gays ou homosexuels. Et les hommes bisexuels, on voit quand même une forte proportion d'hommes bisexuels qui ont déclaré cette préoccupation-là, un peu moins en ce qui concerne les femmes bisexuelles. Au niveau de l'acceptation de l'orientation sexuelle, un peu les mêmes tendances. Les trans arrivent encore en premier lieu à presque 50 %, les femmes bisexuelles à 41,8 % et les hommes bisexuels à 35,7 %. En ce qui a trait à la discrimination ou l'attitude négative envers l'orientation sexuelle, encore une fois, ce sont les personnes trans qui ont déclaré cette préoccupation-là le plus souvent au cours de la dernière année. Les suivis, dans ce cas-là, des lesbiennes et ensuite des femmes bisexuelles et des hommes bisexuels. Au niveau de l'acceptation de l'identité de genre, bien, de manière assez évidente, on voit très bien que c'est les personnes trans qui sont plus affectées par cette préoccupation-là. Au niveau du coming out, ce serait dans le cas des personnes, des femmes bisexuelles que cette préoccupation-là l'a plus déclarée, mais ici, on voit quand même des écarts assez minces. Donc, on ne peut pas dire ici, sur ce tableau-là, que l'écart est significatif. Alors, ici, on a un exemple de contenu détaillé dans les tableaux que je vous ai parlé. On va avoir le temps de les regarder un petit peu plus en détail tantôt, après la présentation. Lorsqu'on prend les 1178 hommes qui se sont déclarés gays ou homosexuels au niveau de l'orientation sexuelle, on peut regarder les différences en fonction de l'âge et en fonction de l'état de santé autodéclaré. Alors, on voit très bien que cette peur qu'on découvre l'orientation sexuelle varie en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'état de santé. C'est assez intéressant. On n'avait pas prévu tout de suite cette possibilité-là. On le voit très bien ici, qu'il y a quand même un écart important entre les deux sous-groupes, ceux qui se disent en excellente ou en très bonne santé, versus ceux qui se disent en bonne santé, passable ou mauvaise. C'est la même chose pour l'acceptation de l'orientation sexuelle, la discrimination envers les attitudes négatives envers l'orientation sexuelle, mais il n'y a pas d'écart significatif au niveau de l'acceptation de l'identité de genre. Mais il y en a une, par exemple, au niveau du processus de sortie ou coming out. Donc, on voit très bien que chez les 30 ans et moins, c'est un peu plus que le double qui ont déclaré cette préoccupation-là en fonction de l'âge. Et au niveau de la discrimination envers l'identité de genre, il y a également une différence significative, même chez des hommes gays ou homosexuels, en fonction de l'âge. Lorsqu'on regarde maintenant les préoccupations en matière de santé mentale, encore une fois, vous voyez que la colonne des personnes trans, les résultats sont toujours impressionnants. On peut utiliser ce terme-là. Donc, au niveau de l'anxiété, c'est à 65 %, comparativement à l'ensemble du groupe qui est 47,5 %. Au niveau de l'image corporelle, c'est 68,9 % comparativement à 51,2 % pour l'ensemble de l'échantillon. Au niveau de la dépression, ici, on voit encore une nette tendance à la hausse chez les personnes trans. Au niveau des troubles de l'alimentation, par contre, là, ici, on ne voit pas beaucoup d'écart entre tous les sous-groupes.
Au niveau de la solitude, de l'isolement, ça rejoint un peu les résultats qu'on a vus tantôt lorsque Lynn présentait cette préoccupation-là en fonction de différents autres facteurs. Au niveau de la dépendance à Internet, il y a une petite pointe, mais c'est peut-être pas significatif, en tout cas, chez les hommes bisexuels. La dépendance aux images érotiques, un peu la même chose pour les hommes bisexuels. Et finalement, les idéations et tentatives suicidaires, vraiment chez les personnes trans, c'est à 29,4 % plus élevé que l'ensemble du groupe. Lorsqu'on regarde maintenant les préoccupations en matière de santé sexuelle, on n'y avait pas accordé beaucoup d'attention jusqu'à maintenant, mais on voit très bien que pour les hommes gays ou homosexuels, cette préoccupation-là est passablement plus fréquente que pour l'ensemble des autres groupes. Si on regarde le cas des lesbiennes, alors à ce moment-là, les préoccupations en matière de santé sexuelle sont beaucoup moindres en termes d'importance. Au niveau des relations interpersonnelles et sociales, maintenant, si on regarde encore une fois, ici, on voit que pour... Ah, ça, c'est un résultat que je trouve assez intéressant. Si on regarde la recherche pour un partenaire stable ou de longue durée, on voit que cette préoccupation-là est plus commune parmi les hommes gays ou homosexuels, malgré qu'encore une fois, il faut faire attention aussi, l'écart n'est pas très, très grand par rapport à l'ensemble du groupe. Et cette préoccupation-là est moins présente parmi les hommes bisexuels. La recherche d'amis, ici, dans ce cas-là, on a pour les personnes trans un chiffre un peu plus élevé. Au niveau de la relation de couple, pardon, il s'agit ici d'une préoccupation qui concerne à peu près le tiers de l'échantillon, qui est plus élevé un peu chez les lesbiennes, mais beaucoup plus élevé chez les femmes bisexuelles. En ce qui a trait aux ruptures, ici, on a à peu près le 5e de l'échantillon qui est concerné par cette préoccupation-là. Et dans le cas des personnes trans, ça monte à 31,3 %. La discrimination envers le statut sérologique positif au VIH affecte pas grand monde, finalement, peut-être un peu plus les hommes gays ou homosexuels. La discrimination envers l'identité de genre, on voit très bien que c'est normal, évidemment, que les personnes trans sont plus affectées. La violence dans les relations de couple, pardon, affecte à peu près 11 % des femmes bisexuelles, pardon, et pour l'ensemble du groupe de l'échantillon, c'est 5 %. Et la violence en général, on voit très bien que c'est presque un peu plus de 2 fois chez les personnes trans, à 16,2 %. Si on regarde les habitudes de vie maintenant, on a vu pendant la journée d'hier qu'il y a déjà des interventions qui ont été déployées dans certains organismes pour les programmes de cessation tabagique, qui est une préoccupation déclarée par 27 %, 28 presque, des hommes gays ou homosexuels, et 25 % quand même de l'ensemble des échantillons. C'est quoi le taux de tabagisme au Québec? Je crois que c'est 20 %, hein? À peu près, on est à 20 %? À peu près ça, hein? On est un peu plus élevé parmi l'ensemble de l'échantillon. Au niveau de la consommation d'alcool, il n'y a pas beaucoup de différence entre les groupes. Et au niveau de la consommation de drogue, pas beaucoup non plus. Ici, je n'ai malheureusement pas eu le temps ce matin très tôt de vous traduire le petit tableau qui est ici. On prend encore une fois les 1178 hommes gays ou homosexuels et on voit que la préoccupation du tabagisme, elle est pas mal plus élevée chez les personnes qui déclarent un état de santé bon, passable ou mauvais. On voit que c'est la même chose. Dans le cas de la consommation d'alcool, il y a des différences significatives autant en fonction de l'âge que de l'état de santé. Et dans le cas de la consommation de drogue également. Maintenant, quand on regarde un petit peu les outils utilisés pour la recherche d'informations, on vous propose ici une comparaison de d'abord la première colonne, tout l'échantillon, les 2187 personnes, les moins de 30 ans et les personnes trans. Et évidemment, ça c'est une chose qui ne nous a pas étonnés, mais au niveau des trans non plus, parce qu'on savait que dans la littérature, les personnes trans, ça fait longtemps qu'ils sont branchés, qu'ils échangent beaucoup en ligne de façon régulière pour toutes sortes de raisons, reliées à la santé ou non. Alors on voit très bien que les forums de discussion sont nettement plus utilisés par les plus jeunes et les personnes trans. La même chose pour les bulletins de, comment on appelle ça, des babillards questions-réponses. La même chose pour les blogs. C'est un peu plus le cas pour les personnes trans en ce qui a trait aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence significative dans le cas des sites
qui sont destinés à l'ensemble de la population sans aucun égard à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Par contre, il y en a une différence, il y a deux différences significatives au niveau des sites qui s'adressent à l'ensemble des populations LGBT. Donc, les jeunes sont plus nombreux à les utiliser, et les trans également. Et finalement, les trans fréquentent nettement davantage les sites qui sont destinés à leur orientation ou l'identité de genre spécifique. Bon, alors, au niveau de la satisfaction des usagers, on a utilisé une échelle qui a été développée dans le cadre de l'enquête de Réseau à propos de son programme Internet entre 2002 et 2004. On a repris la même échelle développée par Joanne Otis et son équipe à l'époque, qui aborde plusieurs éléments de l'expérience des internautes quand ils vont sur des sites. On leur a demandé d'évaluer en général leur opinion par rapport aux sites visités. Alors, on a demandé s'ils trouvaient que l'information était facile à trouver. Dans le cas des trans, vous voyez, ils sont nettement moins en accord avec cet énoncé-là. Est-ce que les sites leur donnent accès à de nouvelles informations? Ici, tout le monde est à peu près au même niveau. Est-ce que les informations sont faciles à comprendre pour les personnes trans? Vous pouvez vous imaginer toute la question de l'hormonothérapie, la question des chirurgies. Il y a un niveau de complexité associé à ça. Donc, on voit très bien ici le niveau d'accord qui est plus faible. Est-ce que l'information est sérieuse et crédible? Encore une fois, ici, on voit une dimension qui semblerait être un peu plus... Les jeunes semblaient être un peu plus critiques à ce niveau-là, et les personnes trans nettement davantage. Est-ce que l'information, elle est juste? Est-ce qu'elle est... oui, c'est ça, juste. Dans le cas des personnes trans, sont nettement moins en accord avec l'énoncé. Est-ce que l'information est complète? La même chose. Est-ce que les sites sont agréables à visiter? Encore une fois, la même chose. Est-ce que les sites répondent à mes attentes? Ici, il n'y a pas de différence entre les sous-groupes. Est-ce que les sites me donnent des bons conseils concernant ma santé? Encore une fois, les trans sont plus critiques. Est-ce que les sites m'offrent le soutien dans le cadre de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre? Ici, pas de différence. Est-ce que les sites m'aident à maintenir une sexualité moins à risque? On voit très bien ici qu'il y a peut-être une lacune au niveau des informations dans le cas des trans, en tout cas selon leur opinion. Est-ce que les sites font en sorte que je me sens moins isolé? Ça semble être un petit peu plus... oui, c'est ça, un petit peu plus le cas pour les personnes qui sont plus jeunes. Est-ce que les sites sont utiles et pertinents pour des personnes comme moi? Il y a à peu près 6 personnes sur 10 qui sont d'accord avec cet énoncé-là. Et est-ce qu'elles sont satisfaites de leur visite par rapport aux sites qu'ils sont allés voir? C'est plus de la majorité dans le cas de l'ensemble de l'échantillon. Alors maintenant, au niveau des activités interactives, le même exercice a été fait, mais évidemment avec des dimensions différentes. Alors, tous ceux qui vont dans les chats, ceux qui vont parler avec un intervenant dans les chats, on voulait savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur expérience. Alors, est-ce que c'est facile d'accéder à ces activités-là? Les jeunes semblent plus en accord avec ces énoncés-là. Est-ce que les thèmes traités sont diversifiés? Il y a plus du 3/4 des gens qui sont d'accord avec ça parmi l'échantillon total. Est-ce que les sujets qui sont abordés sont pertinents et utiles? Près des 2 tiers sont d'accord avec cet énoncé-là, il n'y a pas de différence. Est-ce que les sujets sont intéressants? C'est le 3/4 des personnes qui sont d'accord avec cet énoncé-là. Est-ce que l'information est sérieuse et crédible, comme on a vu pour l'autre section tantôt? C'est près de la majorité qui est d'accord avec ça. Est-ce que l'information est facile à comprendre? Ça semble être le cas. Est-ce qu'on apprécie la non-directivité et la flexibilité de ces activités-là? C'est plus que la majorité qui sont d'accord. Est-ce qu'on aime le fait qu'on peut partager ses expériences ou en apprendre des autres? C'est plus du 3/4. Ici, on a une différence significative, par contre. Est-ce qu'on aime le fait que ces activités peuvent être anonymes? Et là, on remarque que chez les personnes trans, ils sont moins d'accord avec ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus dans leur réseau social en ligne? L'anonymat est moins important. On peut penser ça. On pourra peut-être en discuter tantôt pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est facile de parler vertement de nos préoccupations? C'est un peu plus le cas chez les personnes trans aussi. Un peu moins le cas, pardon. Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je me sens respecté? Je vais arrêter de lire tout ça. Est-ce que ces activités répondent à mes attentes? Est-ce que je suis satisfait de ces activités-là? Donc, on voit que, globalement, le niveau de satisfaction envers les activités interactives semble plus élevé que ceux par rapport aux visites sur les sites.
Maintenant, l'impact perçu de l'information. On se demandait vraiment, quand on a fait cette recherche-là, oui, c'est bien beau aller voir sur Internet et trouver de l'information, mais est-ce que ça a un impact, qu'est-ce que la personne peut évaluer un impact positif ou négatif sur sa santé? On s'est basé sur d'autres recherches qui ont été faites, notamment aux États-Unis. On a repris certaines dimensions, mais on les a adaptées aux populations LGBT. Alors, on voit très bien qu'on peut estimer que l'information a changé la façon de penser sur les habitudes de vie. Les personnes de moins de 30 ans sont davantage en accord. Et il y a une différence significative plus forte ici sur est-ce que cette information a changé ma façon de penser envers l'orientation sexuelle. C'est nettement plus le cas parmi les plus jeunes et nettement plus le cas parmi les personnes trans. Est-ce que cette information-là a changé ma façon de penser sur l'identité de genre? On voit que c'est très nettement plus le cas chez les personnes trans, un peu plus chez les moins de 30 ans. Sur la santé physique, il n'y a pas de différence significative. Sur la santé mentale, par contre, là, oui, pour ce qui est du cas des jeunes, notamment, en tout cas le seul sous-groupe qui a déclaré ça. Est-ce que ça a changé ma manière de penser à la santé sexuelle? Encore une fois, chez les plus jeunes, ça semble être davantage le cas. Est-ce que ça a changé ma façon de penser sur mes relations interpersonnelles et sociales? Les deux groupes semblent davantage en accord avec l'énoncé. Changer ma gestion de la santé? Non, il n'y a pas de différence. Changer une décision de consulter un professionnel de la santé? Non plus. Mais cela m'a permis de demander des questions, nouvelles questions, ou d'avoir une seconde opinion auprès d'un professionnel de la santé. Là, on voit que chez les trans, c'est davantage le cas, et chez les plus jeunes également. Un peu moins chez les plus jeunes, pardon. Alors, les préoccupations en matière de santé, on les a vues, ça varie selon le genre, l'identité de genre, selon, oui, c'est ça, l'orientation sexuelle, l'âge et l'état de santé auto-évalué. On voit très bien l'importance des préoccupations reliées à la santé mentale, entre autres l'image corporelle, la tendance associée, on a tendance à associer cette préoccupation-là aux hommes gays, mais elle préoccupe tous les groupes. Au niveau de la santé sexuelle, il y a d'importantes préoccupations pour les trans et pour les ITSS chez les femmes bisexuelles, près du corps, mais qui sont aussi présentes chez les lesbiennes, mais en beaucoup moins d'importance. Relations interpersonnelles et sociales, on voit très bien l'importance des préoccupations relatives au couple et à la famille, en particulier chez les femmes, les lesbiennes et les bisexuels, et à la recherche d'un partenaire ou d'amis, en particulier chez les hommes, gays, comme on a vu tantôt. Au niveau des habitudes de vie, on a vu l'importance de la préoccupation quand même relative au tabagisme. Au niveau des outils Internet, on voit que les jeunes et les répondants trans utilisent davantage des outils interactifs. Au niveau de la satisfaction, le contenu est apprécié. La satisfaction est moindre quant au soutien, que ce soit par rapport avec l'orientation sexuelle ou la sexualité à moindre risque. Les répondants trans expriment plus d'insatisfaction et les jeunes apprécient davantage Internet, qui brise un peu quand même leur isolement, mais pas à un point où on pourrait dire que c'est complètement le cas. Quant aux activités interactives, elles sont généralement appréciées, comme j'ai dit, mais un peu moins quant au sérieux et à la crédibilité de l'information. On voit que les gens sont quand même critiques de ces aspects-là. Au niveau, finalement, en conclusion, des impacts perçus, il y a environ le tiers, les moitiés, qui estiment qu'Internet a modifié leur façon de penser sur leur santé, leur gestion de la santé et leur rapport avec un professionnel de la santé. Il y a des limites, évidemment, qu'on a mentionnées souvent par rapport à ces recherches-là. Il y a un biais d'autosélection, donc les gens qui sont intéressés se choisissent eux-mêmes pour participer. Ça a été le recrutement qui s'est fait via des groupes communautaires, et via certains médias, donc ce n'est pas nécessairement idéal. Toutefois, les données permettent de se poser plusieurs questions, telles que j'ai soulevées d'ailleurs hier. À quel point y a-t-il un décalage entre les préoccupations et les contenus offerts en ligne, et comment on peut adapter l'offre des contenus.